Bonjour pour cette nouvelle vidéo dont le titre est Les crises de la technique ou le grand ralentissement. Alors, bon, comme vous l'entendez, j'ai la voix un petit peu enrouée, mais bon, ça va le faire quand même, j'espère que ça vous déplaira pas. Alors, grand ralentissement, ça ressemble un peu à grand remplacement, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est pas pour autant que cette vidéo va être politiquement correcte. En effet, puisque dans cette vidéo, je vais aller à l'encontre de ce que vous disent habituellement les médias qui vous serinent continuellement que tout s'accélère, que tout va de plus en plus vite, que la technique progresse à bond de géant, etc. Donc je vais vous dire l'exact contraire. Et ça, pratiquement personne ne vous le dit. Et avant d'aller plus loin, je vous propose de faire un petit point de vocabulaire. En effet, je voudrais qu'on arrête d'employer le mot technologie. Technologie, c'est l'étude des techniques. Pour le reste du temps, parler de technique, les solutions techniques, etc., etc. C'est absurde de dire une plateforme technologique. C'est comme si, par exemple, vous disiez les escargots sont une biologie très répandue dans mon jardin. Complètement absurde. C'est un contresens. Arrêtez de dire ça. Et puisqu'on en est à faire des précisions utiles, arrêtez de confondre science et technique. Et de la même manière, ne sacralisez ni l'un ni l'autre. Tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est ce que j'explique en long, en large et en détail dans mon livre Le fait technique. Et donc évidemment, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez creuser, je vous renvoie à mon livre. Et comme j'ai une âme généreuse, oui, eh bien j'ai mis un lien vers la page de ce livre où je vous offre le PDF gratuitement pour vous inciter à le lire. Voilà, on ne peut pas faire mieux, on ne peut pas faire plus. Parmi toutes les grandes contre-vérités et idées reçues dont nous sommes abreuvés continuellement par les médias, il y a tout s'accélère, tout va de plus en plus vite, ma pauvre dame, ah là là. Moi, ça fait 40 ans, plus de 40 ans que j'entends ça, et c'est simplement faux. Parce que, en vérité, c'est pas que le rythme des choses s'accélère, c'est que le débit de ce qu'on reçoit augmente. Donc on est de plus en plus submergé dans un torrent de stimulations diverses, variées, souvent futiles, souvent inutiles, qui fait qu'effectivement on se sent submergé et par une analyse erronée, on se dit « Ah là là, ça va trop vite, j'arrive pas à suivre ». J'arrive pas à suivre, oui, parce qu'il y a bien trop d'informations, qu'il y a un flux bien trop important, trop similaire. On vous dit qu'il y a une grande diversité dans les médias, c'est pas vrai. Ils s'abreuvent tous aux mêmes sources et sont tous des canaux fidèles, soumis à la pensée unique. Il n'y a pas de diversité. Dans les idées reçues, on vous dit aussi la technique progresse toujours. C'est pas tout à fait vrai, elle progresse pas sur le même rythme. Il y a effectivement de temps en temps des accélérations, mais il y a aussi des moments où ça ralentit. Il n'y a pas de linéarité, je vais y arriver, linéarité, qui semblerait indiquer que la croissance, les progrès de la technique sont inexorables. C'est faux. L'autre idée reçue très répandue, très diffusée, c'est qu'à chaque problème, on peut trouver une solution. Sous-entendu, bien sûr, une solution technique. Or, la plupart des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est justement la technique qui nous l'a apporté. Genre la pollution, l'appauvrissement des sols, la réduction des ressources, etc., etc. C'est complètement dingue de penser que un problème technique existe une solution technique. C'est, comment dire, un raisonnement circulaire, et donc faux. La vérité, c'est que la propagande technique, oui, tente de compenser le ralentissement, on y reviendra, et de relancer la croissance à travers des modes techniques absurdes qu'on a vus récemment. Je ne vais pas toutes les citer, mais par exemple la crypto, l'IA générative, sont des modes techniques absurdes et donc stériles. En vérité, on est dans un siècle où les progrès techniques et même les progrès de la science ralentissent, hein, ça dépend des siècles, hein, il y a des bons siècles et des mauvais siècles,
Et là, actuellement, on serait plutôt dans une situation de stagnation. Alors bien sûr, j'ai conscience que personne ne vous dit ça. Au contraire, mais c'est normal. C'est normal. Les scientifiques, par exemple, ils sont en compétition pour avoir des budgets de recherche. Ils vont pas dire aux décideurs, aux politiques, aux sponsors, etc. Ouais, ça va pas fort, on est dans une impasse, on est coincé au fond du trou, on débouche pas, les résultats de nos recherches vont être lointains. S'ils étaient honnêtes, par exemple, sur la fusion thermonucléaire contrôlée. Ça fait 50 ans qu'on nous dit, ouais, c'est pour dans 50 ans. Ça n'arrête pas de glisser. Mais s'il y avait que la fusion thermonucléaire contrôlée, mais en fait, on va l'examiner un peu plus loin dans tous les compartiments techniques et scientifiques, c'est une courbe plutôt plate. Et ça, on vous le dit jamais. Tout récemment, on a eu un exemple cuisant des mensonges éhontés que diffuse en continu la propagande pour cacher le fait qu'on est dans une période de stagnation. Un exemple, les GI, c'est-à-dire l'intelligence générale artificielle, le niveau quand l'intelligence artificielle atteindra le niveau général d'un être humain. Encore que si le grand effondrement du niveau continue à ce rythme, bientôt les machines seront largement plus intelligentes que la grande majorité des gens qui sont, vous l'avez vu autour de vous, de plus en plus abrutis, de plus en plus imbéciles, prêts à tout accepter, prêts à tout gober. Mais bon, là, je digresse. Ok, revenons à les GI. Les GI, évidemment, c'est pas OpenAI avec ChatGPT et Sam Altman qui vont vous l'apporter. Ça n'a jamais été en perspective. C'est un mensonge éhonté. Et il suffit de raisonner un tout petit peu. Comment pourrait-on imiter correctement l'intelligence humaine alors qu'on ne sait pas encore la définir correctement et complètement? C'est exactement comme une croissance infinie dans un monde fini. Comment peut-on y croire? Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner que cette citation qui est utilisée de temps en temps, personne ne vous dit d'où elle vient. C'est Jacques Ellul, le premier qui l'a formalisée. Et Jacques Ellul, c'était un philosophe qui le premier a pensé la technique, le système technicien. Il y a tout un tas de livres de Jacques Ellul qui portent sur comment penser la technique. Et le problème, c'est que Jacques Ellul est peu connu parce qu'il n'était pas parisien, il ne faisait pas partie de l'intelligentsia, et donc il n'a pas eu de relais médiatique, il n'a pas eu d'impact, hélas. Alors, dans les mensonges éhontés, ces 10 dernières années, on en a eu plein, hein, comme l'immortalité ou la guérison du cancer, des promesses mirifiques, mais très peu de faits, très peu de données concrètes qui pourraient laisser espérer que ces promesses trop belles pourraient un jour devenir réalité. Il faut arrêter de rêver. La propagande vous ment. C'est que la propagande tech est partout et elle est diffusée, relayée par les médias parce que ça les arrange bien. Ils sont tout à fait en phase de pouvoir vous dire « Ah là là, tout s'accélère, c'est compliqué, donc restez à votre place, on est là pour vous expliquer et chacun doit rester à sa place et dans ce cas-là, tout va bien se passer. » Tu parles. Bien sûr qu'ils veulent que les gens restent à leur place, ne réfléchissent plus, acceptent tout. Et la propagande tech fait partie de cet abrutissement. Ralentissement, stagnation, face à ce discours contrariant, je comprends parfaitement que vous soyez sceptique. Comment ça, le progrès technique ralentit, mais on n'a jamais vu autant d'innovations autour de nous? Non. Non. Ce qu'on voit autour de nous, c'est des nouveautés éventuellement spectaculaires, mais ce n'est pas des innovations réelles, pas en profondeur, c'est juste de surface. Pour vous le prouver, on va faire un tour d'horizon ensemble des différents secteurs qui sont censés s'appuyer fortement sur la technique pour voir que leur situation réelle est loin d'être conforme au discours d'innovation, de progrès continu qu'on entend tout le temps. Et puis on finira par l'informatique pour conclure ce chapitre. Commençons ce tour d'horizon technique
par l'industrie du spatial qu'on appelle souvent, et c'est significatif, la conquête spatiale. En vérité, on a conquis les orbites autour de la Terre, et pas plus, et c'est normal. Il faut savoir que toute la technique des fusées qu'on envoie aujourd'hui dans l'espace repose sur les moteurs à carburant liquide qui ont été définis dans les années 30 par Goddard, un Américain, perfectionnés par von Braun, un Allemand, et depuis, on utilise toujours la même chose. Alors bien sûr, on perfectionne, on améliore, on grimpe en capacité, mais ça ne permet pas d'aller loin dans l'espace. Pour le moment, on est limité à notre banlieue proche. Tout simplement parce que, à la base, on est bloqué par un puits gravitationnel, c'est-à-dire l'attraction terrestre, c'est un puits gravitationnel, qui fait que pour s'en extraire, on crame déjà tout le carburant, et donc la charge utile qu'on peut mettre en orbite est très très réduite par rapport au poids global du lanceur. Et on est bloqué comme ça depuis longtemps, et même les exploits d'un SpaceX montrent que, certes, ils ont beaucoup progressé, surtout sur le plan spectaculaire, en répétition des vols, fiabilité, récupération des lanceurs, des fois même de façon spectaculaire. Vous vous rappelez de cette fusée qui finit par s'amarrer sur la rampe de lancement, extraordinaire. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que SpaceX, ils ont utilisé à fond une certaine forme de conservatisme technique. Les moteurs Merlin qui équipent les fusées d'Elon Musk sont des moteurs qui ont été mis au point il y a longtemps pour le LEM des missions Apollo. Et là-dessus, ils n'ont pas cherché à faire des innovations dangereuses et aléatoires. Ils sont contentés d'utiliser ce qu'ils avaient et c'est la bonne démarche en matière de spatial. Si on veut un bon niveau de fiabilité, pour le moment, le record de fiabilité, c'est encore le vaisseau Soyouz des Russes qu'il détient. Or, le vaisseau Soyouz, la fusée Soyouz des Russes, elle s'appuie encore sur la SR7, la Semyorka, qui elle-même était dérivée du V2 de von Braun. Bon, certes, assez largement dérivé, mais quand même, c'est la même base. Ça en dit vraiment beaucoup sur la stagnation actuelle de ce secteur. Alors certes, il y a toujours des projets merveilleux qui sont mis en avant. On va retourner sur la Lune, puis on va aller vers Mars. Mars, en vérité, le voyage vers Mars, on en parle depuis 1975. Et pour le moment, on n'a pas vraiment progressé parce que le voyage vers Mars, habité, je veux dire, hein, pas envoyer des sondes, des robots, ça, pas de problème, on sait faire. Mais les voyages habités, il faut faire en sorte que les cosmonautes, astronautes, on les appelle comme on veut, survivent. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et pour le moment, on n'a pas la solution. Est-ce qu'on l'aura dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Difficile à dire. Alors si au début des années 2000, je vous avais dit en 2025, on ne sera toujours pas capable de retourner sur la Lune et encore moins d'aller sur Mars, on m'aurait dit oh, t'es trop pessimiste, ça va bien plus vite que ça, tu te rends pas compte. Ouais, la vérité c'est qu'on en est là. On va parler d'aviation maintenant. On va commencer par l'aviation civile. C'est un secteur que je connais relativement bien parce que d'abord j'ai commencé ma carrière en partie là-dedans, dans le secteur aéronautique. Et j'ai continué à le suivre encore aujourd'hui. Il m'arrive d'acheter et de lire Air et Cosmos, Aviation Week, Space and Technology, etc., qui étaient des périodiques que je lisais au début des années 80. Bon, ça ne nous rajeunit pas. Et bien, ce secteur-là, certes, c'est beaucoup développé, il y a beaucoup d'avions, il y a beaucoup de vols commerciaux partout dans le monde, mais depuis qu'on est passé aux avions à réaction, ça stagne. On a vu l'échec du supersonique, pas un échec technique, un échec commercial. Parce qu'on s'est rendu compte que faire des avions supersoniques, qui embarquaient beaucoup de passagers dans un contexte sécurisé, c'était difficile que ce soit rentable. Donc les avions stagnent. La meilleure preuve, c'est que les winglets, les petits bouts au bord des ailes, à la fin des ailes, c'est quelque chose qui s'est généralisé tout à fait récemment,
Alors qu'en fait, on en parlait déjà et on commençait à l'expérimenter justement au moment où moi, je commençais à m'intéresser à ce secteur. Donc ça a mis presque 40 ans à s'imposer, se généraliser, alors que les avantages étaient évidents sur le plan aérodynamique, économie de carburant, etc. etc. Mais ça stagne. Alors certes, les cockpits sont passés d'instruments analogiques à plein d'écrans partout. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est un progrès réel? C'est encore en débat. Mais en tout cas, c'est sûr que là-dedans, on n'a pas de progrès spectaculaire, alors qu'on n'arrête pas de nous dire ouais, c'est de la super haute technologie, regardez, ouais. Oui, bon, bof. En vérité, dès qu'on creuse un peu, dès qu'on gratte un peu, on s'aperçoit que là aussi, on stagne depuis au moins 40 ans. Parlons maintenant de l'aviation militaire où c'est encore pire que l'aviation civile. Je vais prendre deux exemples. D'abord le B-52, le bombardier stratosphérique de l'US Air Force, du Strategic Air Command. Ça va être le premier avion centenaire. Il est prévu officiellement qu'il soit toujours en service en 2060. C'est-à-dire que plus d'un siècle après sa première mise en service. Extraordinaire. On n'a pas été capable, pour des questions techniques, des questions de budget, etc., etc., on ne va pas rentrer là-dedans, de remplacer cet avion par quelque chose de mieux, plus performant, de moins cher, que sais-je. À tel point que l'US Air Force veut le maintenir en service plus d'un siècle après son lancement. Ça en dit long, non? Alors, de l'autre côté du spectre, les programmes récents, là aussi je vais encore parler d'avions américains, du côté européen ça se passe un poil mieux, sans doute parce qu'ils ont été moins ambitieux. Le F-22 et le F-35. Alors, le F-22 était une relative réussite, sauf qu'il revenait super cher. Donc les têtes pensantes du Pentagone ont dit on va faire un autre avion de chasse, de combat, multi-rôle, le F-35. Ils ont fait un cahier des charges tellement compliqué qu'en fait c'était impossible de faire quelque chose de bien. Il fallait que ce soit à la fois pour l'US Air Force, pour la Navy, pour le corps des marines. Donc il fallait combiner des fonctions difficilement conciliables. Il fallait que dans la même cellule, on ait à la fois un avion supersonique et furtif, capable d'apponter sur des porte-avions et capable de faire de l'atterrissage et du décollage vertical pour les Marines. Ce qui en est sorti, c'est une catastrophe industrielle, un exemple d'échec technique dans tous les domaines, principalement à cause de la numérisation extrême de tous les systèmes. Il y a de l'informatique partout dans cet avion. C'est des ordinateurs et des ailes. Et comme c'est pas dans la culture de l'avionneur qui l'a conçu et construit, eh bien, il a du mal à s'en sortir. Il a du mal à le faire fonctionner. Il a du mal à le fiabiliser. Un exemple, il y a le casque des pilotes, c'est un casque qui intègre des fonctions vision tête haute, head-up display. Mais le casque est appairé à l'avion, parce que c'est compliqué. Donc si le casque est en panne, si le casque a un dysfonctionnement quelconque, c'est l'avion entier qui vole plus. Donc c'est extraordinaire. Ça montre bien que culturellement, c'est très difficile de numériser des systèmes qui n'ont pas été conçus au départ comme ça. On le voit aussi dans l'automobile. Les grands constructeurs comme VAG par exemple, pas seulement, mais a des difficultés terribles à faire des ordinateurs sur roues. Il y a des bugs partout, ça tourne en boucle, on ne peut même plus ouvrir ou fermer la voiture, voire la démarrer. Il faut aller toutes les semaines chez un concessionnaire pour faire une mise à jour logicielle qui corrige les bugs, mais qu'on ajoute des nouveaux. Je raconte pas n'importe quoi. Bon, d'abord, on peut le lire dans la presse, mais j'ai des amis qui ont justement des Audi, des Volkswagen récentes et qui sont jusqu'au cou dans les ennuis parce que justement ces voitures sont pleines d'informatique, pas seulement d'électronique, d'informatique, et que les constructeurs n'ont pas la culture
nécessaire et suffisante pour intégrer ça correctement. Bon, voilà. Donc, revenons à l'aviation militaire. Là aussi, ça stagne, ça se prend les murs de la complexité en plein dans la poire et ça donne des résultats lamentables. Le F-35, c'est le pire avion de chasse de l'histoire parce que justement, il a beaucoup de mal à être opérationnel, il est bien plus cher que ce qui était prévu, il n'est pas si performant, etc., etc. S'il n'y avait pas la contrainte politique de devoir acheter aux Américains, les Européens seraient massivement équipés en Rafale, s'ils pouvaient choisir uniquement sur des critères techniques. Voilà. Tiens, puisqu'on parle du militaire, profitons-en pour tordre le cou à une idée reçue qu'on entend tout le temps, qui est tout le temps répétée. La guerre est un accélérateur de la technologie. C'est des conneries. La Seconde Guerre mondiale prouve exactement le contraire. Le radar, par exemple, qui a permis aux Britanniques de gagner la bataille d'Angleterre, a été inventé, mis au point, installé avant le début de la guerre. Les seuls qui ont joué à fond la carte de l'avantage technique, ce sont les Allemands. Et ils ont échoué. Alors que les Alliés de leur côté, donc les Russes avec les chars T-34 qui étaient relativement rustiques mais produits en masse, et de l'autre côté les Anglo-Américains qui travaillaient déjà sur des chasseurs à réaction mais les mettaient pas en service, qu'on se contentait de les mettre au point progressivement. Les Allemands, par contre, étaient obsédés par l'avantage technique qui leur permettrait de submerger leurs ennemis. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Il faut du volume. Le meilleur exemple de la vanité de la course à l'armement, c'est Arthur C. Clarke, vous savez, l'auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace, etc. Tout un tas de livres. Arthur C. Clarke a souvent été visionnaire. Il a le premier imaginé les satellites géostationnaires, l'ascenseur spatial, etc. Eh bien, en 1951, en pleine guerre froide, il a écrit et publié une nouvelle qui s'appelait Superiority, qui montre que le côté des deux adversaires le plus avancé techniquement et qui investit le plus dans les avantages techniques peut être vaincu parce que chaque nouveauté technique a une période d'incertitude, de mise au point, éventuellement d'échec, qui font que sur le champ de bataille, il vaut mieux se pointer avec des armes éprouvées que des armes soi-disant formidables, mais qui finalement fonctionnent pas dans les conditions imaginées sur le terrain. Dans mon livre La guerre des frères, justement, j'aborde ce sujet-là, le fantasme de l'avantage décisif, de la bataille décisive, qui en fait est un fantasme. On va passer maintenant au secteur de l'industrie nucléaire. Alors, pour faire cette vidéo, je reprends les éléments que j'ai dans mon livre Le fait technique, mais bien sûr, la vidéo est une simplification de ce qu'il y a dans le livre, parce que sinon elle durerait des heures. Donc, l'industrie nucléaire. Alors, certains vont me dire, ouais, c'est facile de se moquer de l'industrie nucléaire, et puis c'est pas significatif sur le plan technique. Oui et non. On nous met en avant continuellement que l'industrie nucléaire est une industrie de pointe, qui utilise les dernières techniques, que la recherche, dépense des milliards, mais pour quel résultat? Pour quel résultat? Les problèmes de l'industrie nucléaire sont les mêmes depuis le début. Retraitement des déchets, c'est minable. Gestion des déchets à long terme, toujours pas de solution. Optimisation de la consommation des réacteurs actuels, zéro. Alors il y a continuellement des modes sur ah oui, les réacteurs à sel fondu ce serait mieux, ou les SMR, ou les EPR deuxième génération, quatrième génération, etc. Puis bon, bien sûr, le Graal absolu, la fusion, mais la fusion, on le sait, hein, c'est très très lointain, si jamais ça arrive. Si jamais ça arrive, il est tout à fait possible que ça n'aboutisse pas, que ce soit
possible de le faire, mais seulement sur des courtes périodes. Dans ce cas-là, ce ne sera pas exploitable. Que sais-je? En tout cas, pour le moment, tout ce qu'on voit, c'est que ça prend beaucoup plus de temps et d'argent qu'imaginé au départ. Donc le nucléaire, alors certes, ce qui s'est déroulé, le scénario nucléaire initial, je parle de ce qui s'est passé en France, n'a pas été respecté parce que dans un premier temps, les réacteurs classiques de fission à neutrons lents devaient être remplacés par ce qu'on a appelé les surgénérateurs, qui sont en fait des réacteurs à neutrons rapides. Et puis pour différentes raisons, cette filière surgénérateur a été arrêtée, abandonnée, reprise, puis re-abandonnée. Donc en quelque sorte, ce qu'on avait imaginé dans les années 70 n'a jamais pu être mis en œuvre. Mais en dehors de ça, on a quand même, pendant toutes ces années, dépensé des milliards chaque année, soi-disant pour la recherche, et avec des résultats très pauvres. Alors qu'on vient de pas me dire, l'industrie de pointe, les techniques de pointe peuvent tout résoudre. Là, c'est un cas d'espèce où, non, finalement, on résout rien. Après le nucléaire, passons aux médicaments, à Big Pharma. Voilà encore un domaine où l'emploi des techniques de pointe, les moyens, tout ça ne manque pas. Et pourtant, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, la découverte de nouvelles drogues, de nouveaux médicaments, n'arrête pas de décroître au fil du temps. Comme si la technique ralentissait. Tiens, bizarre. C'est un phénomène bien connu dans ce milieu, à tel point qu'il a abouti à la formalisation d'une loi, la loi Héroum, qui est en fait l'inverse de la loi de Moore, qui dit que, au fil du temps, les découvertes de nouveaux médicaments décroissent inexorablement. Il faut savoir que les médicaments qu'on utilise aujourd'hui, assez largement, les plus connus, ont été découverts dans les années 50 ou 60 et puis commercialisés très largement. Et en fait, des nouvelles drogues, il y en a peu, il n'y en a pas, ça dépend des domaines. Mais en tout cas, ça décroît de façon inexorable, ce qui explique d'ailleurs pourquoi Big Pharma est si tenté d'essayer de trouver des nouveaux débouchés dans les vaccins, par exemple. Alors, ce secteur pensait qu'il allait déboucher la bouteille et sortir de cette tendance inexorable de la loi Héroum dans les années 90 avec la biotech, qui était très à la mode à cette période-là jusqu'aux années 2000. Et j'ai un ami qui était VC et qui investissait beaucoup dans ce domaine-là. Et récemment, il m'a dit qu'il n'y avait aucun dossier qui avait débouché favorablement. La biotech a été une immense déception parce que, toujours pareil, ça a été à la mode trop tôt, trop vite. Ce genre de nouveaux moyens techniques, ça demande du temps avant d'être au point et avant que ça produise des résultats miraculeux, on passe éventuellement par des phases de déception. Voilà pour les médicaments. Finissons comme promis par l'informatique, et là vous allez me dire, attends, là, il n'y a pas un domaine où l'innovation technique est aussi dynamique et incontestable. Hein? Eh ben non, encore raté. Parce que, en vérité, dans ce domaine-là, il y a surtout des progrès de capacité dus au progrès de l'électronique. Et les capacités sont une chose, mais les fonctionnalités sont une autre. Et les fonctionnalités viennent du logiciel. Et il y a la loi de Wirth qui dit plus le matériel accélère et plus le logiciel ralentit. Et ça, c'est bien connu. Et j'ai une analogie que j'utilise souvent. C'est l'analogie du lac peu profond. C'est-à-dire que vous avez une grande étendue d'eau très large. Et cette largeur, ça représente les capacités. Mais la profondeur du lac, ça représente les fonctionnalités. Et là, on est comme presque une flaque d'eau sur la route. Le lac est très large, mais il est très peu profond, parce que c'est très difficile, en fait, de transformer des capacités en fonctionnalités. C'est très difficile de faire du logiciel. J'explique tout ça dans mon livre La crise de l'IT des années 2020. Oui, je sais, cette vidéo, c'est en fait une publicité déguisée pour tous mes livres. Et encore, j'en ai d'autres. Non, sérieusement. Dans ce livre-là, j'explique pourquoi, en fait, l'IT est en crise
depuis le début des années 2020. J'annonçais les licenciements de masse, mais même moi j'ai été surpris par les volumes de licenciements qu'on a connus dernièrement. Et la raison de ce marasme, disons-le, hein, c'est justement la fin de la loi de Moore. Alors quand j'ai écrit ça, je me suis fait moquer comme d'habitude, mais non, la loi de Moore est toujours vérifiée, toujours valide. Ça peut se comprendre sur le plan de la nature humaine. Quand vous êtes né, vous avez grandi avec cet élément immuable qui est chaque année, hop, on a un bénéfice automatique et gratuit. L'électronique va toujours plus vite et ça arrive toujours, ça revient toujours comme le soleil, comme les marées. Mais non, il n'y a pas de toujours. À un moment, la loi de Moore, je vais y arriver, s'est pris le mur physique dans la tête et a été incapable de le franchir ou de le faire exploser. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le contourner, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire autrement, on le verra. Mais par contre, des progrès automatiques comme on l'a connu avec la loi de Moore, ça c'est terminé et pour un bon moment. Et du coup, c'est ça qui a entraîné tout le secteur dans la crise. Alors les tech bros se déchaînent à lancer des modes plus débiles les unes que les autres. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la crypto, du Web 3. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du Web 3? Moi, j'étais très critique du Web 3 à l'époque et j'avais raison sur toute la ligne. Il en reste rien. Puis aujourd'hui, je suis très critique sur l'IA. Mais vous allez voir ce qui restera de l'IA quand le crash aura eu lieu. Parce qu'il aura lieu, c'est inévitable. C'est dur de dire quand, mais ça arrivera. Qu'est-ce qui restera de toute cette frénésie? Pas grand-chose. Et qu'est-ce qu'on aura eu comme progrès? Des agents conversationnels qui vous disent des conneries une fois sur deux? C'est ça un progrès? Soyez sérieux. Bon, il est temps de conclure cette vidéo déjà longue. Et je vais vous lire une citation de Garry Kasparov, le célèbre champion du monde des échecs. Nous vivons aujourd'hui dans le progrès technique le plus lent depuis plusieurs centaines d'années. Vous voyez, c'est pas que moi qui le dis. Il y en a plein, enfin il y en a plein. Il y a quelques-uns qui essayent de faire passer le message que l'accélération technique est une illusion et que ça ne sert que la propagande tech. Je vais y arriver, heureusement que c'est la conclusion. Il était temps d'en finir. La propagande tech pour les gogos. Soyez pas un gogo, n'avez pas les mensonges de la propagande tech, apprenez à penser par vous-même. Regardez autour de vous, les progrès techniques sont incontestables, vraiment. C'est pour ça que on a autant de problèmes avec tout ce qui nous entoure qui est technique, qui marche de moins en moins bien. C'est ça les progrès techniques. Faites le tri.